Bonjour à tous. Donc nous, on est Jean-Jacques et Charlotte Hubert. On est architectes associés dans deux agences d'architecture, une qui s'appelle H2O Architecte, l'autre qui s'appelle Eugène Architecte du Patrimoine. Moi, je suis architecte en chef des monuments historiques, architecte du patrimoine aussi. Et Jean-Jacques est architecte. Il a coutume de se présenter comme architecte normal. On est associé avec un troisième associé qui s'appelle Antoine Santial, lui aussi normal. Et on a créé une agence qui s'appelle H2O Architecte en 2005, qui s'est rapidement, vu nos profils qui étaient complémentaires, positionnés sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, qui est la reprogrammation des édifices, monuments historiques un peu, édifices existants. On traite de tout existant à peu près de la même manière. Et puis en 2016, on a créé une agence qui s'appelle Eugène Architecte du Patrimoine, qui elle est une agence qui est plus vouée à la restauration de monuments historiques. Alors c'est un sujet dont on parlera moins aujourd'hui. J'ai vu dans la présentation qu'il y avait par exemple une photo de l'abbatiale Saint-Ouen qui apparaissait, qu'on a la chance de restaurer. On traite aussi de grands programmes de restauration comme celui-là, et puis en plus par ma charge d'architecte en chef, qui sont un sujet peut-être un peu différent de celui qu'on va traiter aujourd'hui, puisque le sujet était donner un nouvel usage au patrimoine vacant. On va vous présenter 6 exemples. 6 exemples sur lesquels l'objet, puisque nous sommes architectes, était de parler du diagnostic architectural, de l'importance de la connaissance du bâti. Vous allez voir qu'il y a des sujets sur lesquels on insistera sur ce point-là, d'autres sur lesquels on a plus envie de vous parler de la vision d'ensemble et de la programmation importante qui a été exécutée avant qu'on arrive, et de l'importance que ça a pour les architectes. Alors on y va, on va en plus aller assez vite. On va commencer par le familistère de Guise. Alors le familistère de Guise, sur lequel on a la chance de travailler depuis plus de 10 ans, je regarde Jean-Jacques, 12 ans. 12-13 ans, sur lequel on a fait plusieurs projets. Alors le familistère, je vais essayer d'être concise, donc, parce qu'on pourrait passer des heures à raconter l'histoire du familistère pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un lieu absolument mythique, du moins pour les architectes. Et la création par Jean-Baptiste André Gaudin, qui avait une usine de fonte et qui a eu l'idée le premier de remplacer la tôle émaillée des fontes qui chauffaient tous les foyers par de la fonte. Donc on est dans les années 1860, à la grande période où on refait toutes les villes, et mettre des poêles en fonte, on chauffe mieux et on a besoin de moins de charbon. Et cet homme qui avait cette grosse usine à Guise dans l'Aisne s'est posé rapidement la question, il est entré en politique et s'est rapidement posé la question de comment réinvestir la richesse créée par le travail de tous, puisqu'il a fait fortune par ses poils. Comment réinvestit-on la richesse au service de tous? Et a créé ce familistère sur le modèle des phalanstères. Ces trois grandes ailes, je vais vérifier avec trois grandes ailes de logement pour loger toutes les personnes qui travaillaient dans l'usine. Et puis, c'est un dessin ancien qui est une prévisualisation avant construction, parce que tout n'a finalement pas été construit. Et puis, au service de ces logements, et c'est là où c'est intéressant de se poser la question de la richesse réintroduite pour tous, il crée un théâtre, une école, une bibliothèque, des économas qui sont l'équivalent d'un supermarché pour que les achats se fassent en commun et que les ventes soient les plus intéressantes pour tous. Et puis une buanderie piscine, puisqu'on est au bord de l'Oise et que tous les enfants qui habitent là doivent savoir nager. Donc Gaudin crée une piscine pour que tous les enfants puissent aller apprendre à nager. Et derrière ce familistère, une pouponnière, qui est un sujet particulièrement important, c'est que dès 1860, Jean-Baptiste André Gaudin considérait à raison que les femmes devaient être les égales des hommes et qu'elles n'étaient pas obligées de s'occuper des enfants et de s'arrêter pour ne pas travailler, celles qui le souhaitaient. Donc il crée une crèche dès 1860 pour s'occuper des enfants. On est arrivé sur ce sujet en 2011 et
ce familistère qui a connu une époque donc de gloire au XIXe siècle avait périclité parce que l'utopie sociale sur laquelle il était basé avait un peu pris de plomb dans l'aile, et puis l'usine, la désindustrialisation dans le nord et dans le nord-est de la France était passée par là. Pour faire les choses rapidement, ce grand familistère était devenu une copropriété. Des gens avaient racheté les appartements et n'avaient plus les moyens de l'entretenir, puisque ce sont de très grands, vous allez voir, de très grands bâtiments. Et dans les années 90, ce qui se passe, c'est que se pose la question de la préservation au sens strict et au sens monument historique du terme, et le familistère de Guise est classé monument historique. Tout le sol et toutes les façades, charpentes et toitures. Et là, c'est une impulsion très forte, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus le laisser aller et il faut l'entretenir et le transmettre. C'est vraiment cette protection monument historique qui génère une action. Sous l'égide du département, il y a un syndicat mixte du familistère Gaudin qui se crée, qui commence à faire un travail titanesque qui est celui de la maîtrise foncière totale du site. Alors nous, ça nous épate beaucoup en tant qu'architecte, parce qu'on arrive après, mais c'est un travail énorme de racheter chaque appartement pour être propriétaire de tout, pour pouvoir lancer des travaux cohérents sur tout, dans une gestion globale. Mais on est dans les années 90, donc il y a à peu près 30 ans, il y a déjà cette notion de concertation sur ce lieu-là, puisque les gens qui sont propriétaires, qui habitent les appartements, ne veulent pas vendre, ne veulent pas quitter le familistère. Il y a un attachement sentimental très fort au lieu. Donc les achats d'appartements sont faits dans des baux assez spéciaux où on garantit aux gens qu'ils pourront continuer à habiter au familistère autant qu'ils veulent, c'est-à-dire jusqu'au décès s'il se doit, qu'ils seront, mais en revanche, qu'ils peuvent être relogés au sein du familistère pour qu'on puisse y faire les travaux. C'est-à-dire que certains étaient dans l'aile gauche, passeront dans l'aile droite. Enfin, ils auront. Donc il y a ce grand travail de fait, puis un programme qui est extraordinaire, qui s'appelle Utopia, où on programme à environ 25 ou 30 ans ce qui va se passer sur le familistère. On commence par réhabiliter ce qui paraît peut-être anodin, mais qui est très important, la buvette, pour que les gens puissent venir, parce que même en mauvais état, c'est un lieu qui est assez impressionnant à voir, et il y avait déjà des visiteurs, donc qu'on puisse les accueillir, qu'ils puissent se restaurer. Et puis ensuite, on enclenche un certain nombre de projets. Alors, on a eu la chance de participer au premier. Donc là, vous voyez le familistère dans une image un peu d'Épinal, une des premières images. On ne connaît pas l'architecte du familistère. On pense que c'est peut-être Monsieur Gaudin lui-même qui l'a dessiné. Ce qui est important sur cette image, et dont on va vous parler, c'est cet espace qui est une place centrale dans lequel on pouvait faire des activités, des manifestations, se regrouper. Il y a eu des milliers de personnes qui ont habité au familistère, et habiter dans un lieu commun, c'est pouvoir avoir de grands espaces pour pouvoir faire diverses activités. Ce lieu avait été un peu perdu, ça c'est une photo du familistère en 2007 je crois, jusqu'à 2007, où vous voyez que la place a disparu au profit d'un pseudo-jardin, alors que de manière un peu satirique, on parlait de jardin de sous-préfecture, c'est-à-dire des jolis parterres, vous savez, des petites plantations, quelques stationnements, enfin un lieu où c'est pas vraiment un jardin, c'est pas vraiment un parking, c'est un peu tout. Un point très important, c'est que la route qui passe là, au bout de cette route ici, il y a un pont qui passe sur l'Oise et qui est un des deux seuls ponts de Guise, et qui est un pont qui accueille les véhicules lourds. Et donc, il y a une route en plein milieu du monument historique. Donc, un des projets qui était prévu dans ce programme Utopia, c'était de réhabiliter, reprogrammer les abords du familistère, donc le jardin derrière et cette place devant. Ça a été un concours qu'on a eu la chance de gagner. Vous voyez ici les images du concours. Alors, je ne vais pas passer très très vite sur les projets. Donc, l'enjeu, c'était réaménager le jardin, redonner à lire la pouponnière dont je vous ai parlé, qui était là, et puis libérer cette place et créer un espace commun. Oui, ça marche. Juste préciser qu'on avait fait ça avec Michel Devine, paysagiste, et que la place même est classée monument historique. Donc c'était une autre particularité.
et que, parce que comme on va passer très rapidement sur le projet, dire quand même que l'illustration qu'on avait au début, on s'est appuyé pour gagner ce concours, même si on n'a pas le temps de faire diagnostic puisque c'était un concours direct, sur les images d'archives, comprendre pourquoi le lieu, quelle était cette force de lieu, qu'est-ce que Godin avait voulu donner à lire, quels étaient les usages contemporains qu'on pouvait superposer à ça. Et du coup, voilà, ça a donné cette image en plan masse. Et peut-être je vais continuer sur les images. Oui, c'était s'appuyer sur l'état ancien et réinjecter les usages actuels. Donc c'est une place qui, alors vue comme ça, et c'est une photo, les arbres ont poussé un peu depuis. Hein. C'est plus chevelu, voilà. C'est une place qui est apparue à certains assez vide, mais qui est en fait qui est cette place, notamment au 1er mai, puisqu'au 1er mai au Famistère, je vous engage tous à venir au Famistère de Guise le 1er mai, puisque c'est une grande fête avec de nombreux spectacles de rue et la fête du travail qui est très importante au Famistère. Et donc c'était l'objectif de cette place était de pouvoir recevoir, il y a environ 10 000 personnes, je dirais, chaque 1er mai, c'était de pouvoir faire ces activités. Nous, ce qui nous paraissait très important, c'est d'y insérer Monsieur Godin, qui du coup n'est plus dans son petit jardin avec sa petite grille autour, et qui est au milieu de tous. Et puis les nombreux usages. Alors là, on a un exemple particulier. Peut-être tu veux sur la reprogrammation, c'est-à-dire que les usages, le pont, c'était un pont classé monument historique de reconstruction entre deux guerres. Et en fait, on passe un peu vite, mais ce que vous voyez du Famistère, la partie émergée, il y a toute l'usine qui est de l'autre côté. Et en fait, pour faire le lien entre l'usine et le Famistère, il nous semblait en fait que la largeur de pont n'était pas suffisante pour les piétons et les véhicules, parce que c'est une départementale qui passe, donc une départementale sur une place classée monument historique. Et du coup, cet élargissement, en fait, on l'a proposé. Voilà, ça, c'est les images de chantier. Et doublé d'une passerelle, d'un bras de passerelle piétonne qui rejoint la buanderie piscine pour aboutir à ce genre de choses. Donc on est sur un pont existant, élargi, et sur lequel on a ajouté une passerelle justement pour faciliter les circulations. Puis les nombreux usages dont on parlait. Donc Jean-Jacques le disait, c'est un projet qu'on a mené avec Michel Desvignes, paysagiste, et puis avec un bureau d'études VRD, bien sûr, qui s'appelle Francaire. Les nombreux usages, à la fois c'est une place qui est entièrement handicapable, donc qui est accessible à tous, c'était un des enjeux, qui est d'un premiers espaces partagés, donc la circulation est limitée à 20 km/h, et c'est un des premiers en France où le piéton est prioritaire, où il n'y a plus de marquage pour les voitures. On est, je le rappelle, sur notre départementale et au milieu d'un monument historique, donc apprendre aux gens à ralentir, à se sentir parfois un peu perdus, mais à avancer doucement. Donc toutes ces interventions, là vous voyez, c'est une rampe pour les personnes handicapées pour aller au théâtre, qui puissent devenir des solutions d'assises, qui puissent être appropriées par tous. Le projet a été assez loin parce que tout le mobilier a été dessiné par l'agence. Vous voyez là sur un banc, c'est d'ailleurs toi, Jean-Jacques, qui profite amplement de ce banc, les passerelles, et puis les moments de fête sur lesquels nous, on est particulièrement heureux en tant qu'architecte quand on voit que la place accueille autant de monde. Cette histoire au Famistère se poursuit. On a travaillé alors là plus en restauration et en reprogrammation, puisque les programmes donc s'enchaînent. Maintenant que la place est terminée, ils se sont attaqués à l'aile gauche, qui est une des grandes ailes de logement. L'aile gauche qui était pistée et qui va devenir, on y travaille maintenant plus en aménagement contemporain pour devenir un hôtel multistandard. Donc c'est un type d'hôtel, il y en a un qui existe aujourd'hui à Rotterdam, qui va du 1 aux 5 étoiles, où on mutualise les espaces communs et on a des chambres qui vont de chambres à 6 pour type auberge de jeunesse jusqu'aux chambres plus luxueuses. Le Famistère en a besoin puisqu'il a développé par le musée qui a été le premier projet, on n'en a pas parlé, que nous on n'a pas mené dans le pavillon central, un musée et des salles de conférence. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent en séminaire au Famistère et il y a un problème pour les loger, pour rester plus longtemps. Donc un hôtel. Donc là, nous on a travaillé sur l'aile gauche
pour refaire progressivement l'aile gauche. On va parler de diagnostic après, forcément, pour faire tous ces travaux, et on va le montrer sur un autre exemple d'édifice. Il y a des diagnostics poussés. Sur cette aile gauche, un diagnostic global pour la connaître parfaitement, pour pouvoir la programmer au sein du programme, reprogrammer diverses opérations phasées, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps pour des raisons d'organisation et puis de financement, bien sûr. Donc on a commencé par la mettre au sec en refaisant sa verrière, puis on a refait toutes les façades intérieures et extérieures. Là, c'est une photo de 1955, c'était un petit film, et ça, c'est une partie du diagnostic très importante, c'est que dans cette aile, on s'est posé évidemment beaucoup de questions sur la restauration, sur les usages futurs, sur ce qui en fait sa qualité et sa particularité. Et là, au-delà de ce jeu assez rigolo, les yeux bandés, de réussir à éteindre la bougie, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est cette vision des façades, parce que si vous voyez là, vous voyez les coursives, qui sont un des points caractéristiques des ailes de logement du Familistère. Ces coursives, elles sont transparentes. Et c'est le seul endroit où le Familistère avait des coursives en pavé de verre qui avaient été démontées dans les années 1950 et qu'on a pu entièrement remettre en place. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que cette aile a été reconstruite après la Grande Guerre en 1924. Et en 1924, au Familistère de Guise dans l'Aisne, on marchait sur le verre. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà les exemples de chantiers que l'on mène successivement. Juste sur les pavés de verre, donc on a peut-être un peu passé vite, mais le programme Utopia, ils avaient commencé par faire un musée dans le pavillon central, et puis une buvette, des écoles, différents programmes, et sur l'aile gauche, ils ont pu enclencher des programmes de restauration progressive avec une idée de programme. La question de l'hôtel, elle n'est pas si simple aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs si vous en parlerez, mais la programmation, en fait, elle est encore un peu ouverte. Et quand on restaure ça, ce qu'a pas dit Charlotte, c'est que le travail de l'architecte du patrimoine, ça a été aussi de s'assurer que les usages contemporains peuvent une nouvelle fois s'appliquer aux monuments historiques. Donc la passerelle que vous voyez là, elle est partie dans un centre de recherche, Effectis, c'est ça, pour tester sa stabilité au feu. Les menuiseries qu'on y a mises, elles sont coupe-feu. Elles tiennent compte des enjeux acoustiques contemporains d'un futur hôtel. Voilà, donc c'est extrêmement important à dire, c'est-à-dire que il y a un changement de paradigme, il me semble, depuis quelques années, en tout cas nous on l'a toujours pratiqué comme ça, de toujours penser le monument historique dans sa capacité à être reprogrammé et à recevoir des nouveaux usages. Il ne s'agit pas juste de le restaurer, il s'agit bien de le reprogrammer et par l'usage, en fait, d'en légitimer son financement. Voilà. Et c'est sûr, et d'anticiper les usages à venir. C'est vrai que je passe très vite, mais ces passerelles sont coupe-feu une demi-heure et on fait l'objet de tests un peu poussés. On continue. Je file parce qu'on a beaucoup, en fait, on a beaucoup de projets. L'aile droite du Familistère, alors là, il y a une image pour vous resituer. Je vous parlais de l'aile gauche qui est celle-là, donc qui est l'aile avec ses coursives en verre, avec sa verrière qui est en métal, que je vous ai montré, qui est un unicum, puisque les autres verrières sont du 19e siècle et sont en bois. Ici, c'est le pavillon central qui avait été reconverti en musée, qui est à la fois musée et logement. Donc on ne sait pas si les habitants habitent dans un musée ou si le musée est venu se mettre dans des logements. Et c'est l'enjeu de ce grand musée de site de montrer l'ensemble des activités. Et puis il y a cette aile droite qui était une aile de logement, qui est encore en partie habitée, et sur lequel le programme, toujours le programme Utopia de base, prévoit du logement et du logement social, donc musée, hôtel, logement social. C'était un programme qui était assez ambitieux et très mixte, et donc sur lequel on travaille actuellement, où là, l'enjeu au-delà de la restauration monuments historiques, de façades, de fenêtres, de menuiserie, qui est un sujet très important, comme partout au Familistère, les enjeux thermiques, l'intégration d'une fenêtre performante thermiquement dans un monument historique, c'est l'implantation des logements qui demande une vraie réflexion et une agilité pour
pour s'adapter, puisqu'on est dans une aile de logement du 19e siècle, qu'on ne vit pas comme au 19e siècle aujourd'hui, mais que l'on doit à la fois s'y implanter et respecter les grands principes de logement du familistère. Comment fait-on, si on veut résumer, dans du logement social pour sentir qu'on est au familistère de Guise et chez Monsieur Gaudin, avec les attendus de logements sociaux actuels. Donc un diagnostic assez poussé, au-delà du diagnostic sanitaire, sur un diagnostic architectural et de fonctionnement. Alors nous, on a l'habitude de travailler beaucoup en fiches de projet. Donc, on a des fiches sanitaires quand on travaille sur la restauration ou la réhabilitation. Puis là, c'est des fiches sur les logements qui croisent à la fois les dispositions, l'état dans lequel on est, qu'est-ce qu'on a, quelles sont les dispositions architecturales, qu'est-ce que l'on doit conserver, parce qu'il y a des éléments typiques que l'on doit conserver, et quels sont les lieux sur lesquels on peut agir. Donc logement par logement, passer pour pouvoir y réinstaller les logements dans les dispositions actuelles. Donc vous voyez là, moi je ne connais pas le nombre de logements, toi tu le sais peut-être par cœur. 70, il y a 70 logements du T1 au T4. La question du logement, elle est 70, par exemple, pour ce projet aujourd'hui, on a des financements pour moins de 70. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on refait ces logements, c'est pas plus tard qu'hier, sur est-ce qu'on refait un phasage, est-ce qu'on est capable de mettre 70 logements sociaux sur le marché. Voilà, donc on est un peu loin du monument historique, mais c'est quand même ces enjeux de reprogrammation qui paraît simple en fait au familistère. Ce programme Utopia, sur 20 ans, on se dit, bah voilà, c'est très linéaire, ils arrivent à financer. Et en fait, on se rend compte que quand il faut financer la restauration, bah, les budgets sont fléchés. Mais par contre, quand il faut financer la reprogrammation, les budgets ne sont pas fléchés. Et c'est une vraie difficulté, y compris en logement social, parce qu'il faut savoir que cette aile droite, on l'a gagnée suite à un AMI, et notre client, ce n'est pas le syndicat mixte, c'est la Caisse des dépôts. Et même la Caisse des dépôts, avec l'Opal, qui est le gestionnaire local, on a du mal à boucler le budget, en fait, pour pouvoir remettre ces 70 logements. Le syndicat mixte, il a la gestion foncière, en fait, et il y a un AMI qui a été lancé, et donc c'est un bail amphithéotique, et c'est la Caisse des dépôts, l'Opal, la CEDA et nous. En fait, on est 4 à avoir répondu. Voilà. Des exemples de logements au sein du familistère. Vous voyez que l'ancien cabinet de dressoir est transformé en placard. On essaye de conserver au maximum, mais vous voyez aussi les cercles, l'accessibilité à tous de ces logements et la capacité qu'il faut avoir à pouvoir intervenir en à la fois préservant, implantant des logements. Il y a une grosse attente de logements de qualité dans ce familistère. Il y a des gens qui habitent encore, mais dans des logements qui sont un peu anciens. Et l'importance que ça a, pour finir sur le familistère, l'importance qu'a un projet comme celui-là à l'échelle très vaste du territoire, puisque c'est devenu un des gros employeurs, en fait, ce familistère, dans ce département de l'Aisne, qui est un département qui, économiquement, on peut le dire, est assez sinistré, et qui est un espèce de lieu qui est à la fois un lieu culturel, à la fois un lieu social. Il y a beaucoup d'emplois en réinsertion et d'emplois aidés, mais pour une dynamique générale et une fierté, si on peut le dire, des habitants sur le territoire. Alors, du coup, on enchaîne sur un autre petit projet qui n'est pas protégé au titre des monuments historiques, mais qui est pour nous du patrimoine 20e, et du coup, on le traite à l'agence avec la même particularité. Et du coup, comment c'est ? Oui, c'est ça. Donc, on est à Brie-sur-Marne, Institut national de l'audiovisuel, et donc c'est un bâtiment préfabriqué. Voilà les photos de l'époque. Donc, nous, le projet, c'est de refaire des bureaux, réaménager des espaces de formation. Il y a une petite école, voilà.
Et donc la question du diagnostic, elle est primordiale, puisque à travers ce diagnostic, on va pouvoir comme ça analyser ce bâtiment, et par ces recherches d'archives et historiques, on s'appuie en fait sur ces images, sur les connaissances du bâti, pour pouvoir après le mettre en valeur. Donc l'existant pour nous, c'est l'existant dans sa capacité à accueillir de nouveaux programmes, c'est l'existant dans ses qualités architecturales qu'on doit mettre en valeur en fonction d'un parti de restauration, comme dans le cadre des monuments historiques, et puis c'est l'existant aussi symbolique. Donc là, dans ce cadre-là, on est bien sur les usages et sur la mise en valeur, vous allez voir, puisque donc on est 75, c'est les allées florissantes, un chemin de grue, on trace et on construit avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc différentes vues du bâtiment. Quand on arrive dans les bureaux, on a des occupations en fait qui ont un peu vieilli. C'est-à-dire que je suis désolé, peut-être que le béton n'est pas forcément en heure de gloire aujourd'hui, mais il y a une qualité architecturale quand même. En tout cas, on y voit une qualité architecturale qui a complètement disparu en fait dans ce local-là, et y compris dans les espaces de circulation. Il faut savoir, je crois que c'est 30 000 m², c'est assez grand. On n'en a fait qu'une partie, mais et c'est un tue-l'amour, c'est-à-dire que quand on va travailler là, il n'y a aucune connexion visuelle entre les bureaux. Voilà, on est arrivé au bout du bâtiment. Et en fait, dans notre analyse du bâtiment, vous voyez apparaître ici ces cadres blancs que tout à l'heure vous avez vu dans l'image préfabriquée. Donc, on a analysé la structure même du bâtiment pour pouvoir après proposer un nouvel aménagement que vous voyez ici. Donc, avec dans ce nouvel aménagement des idées de transparence, de covisibilité, tout en travaillant avec les usagers sur, c'est pas des open space non plus, il y a des bureaux, il y a des cloisonnements. Et donc, juste très rapidement, ce petit projet, pour vous montrer que quand on arrive sur un lieu comme ça, en tant qu'architecte, on va essayer de le décortiquer, de le mettre à nu, déjà pour le comprendre, et puis dans le cas de Brie-sur-Marne, ici à l'INA, particulièrement en plus après, dans sa reconstruction, de donner à lire les matériaux et sa qualité constructive. Voilà quelques vues. Donc de cet aménagement, on s'appuie sur les bétons des préfabriqués et puis sur le bois, et toujours aussi avoir en tête que un projet doit lui-même, si je reviens sur l'image, là on a perdu l'architecture en fait, il me semble la qualité de l'espace, alors que une fois aménagé, les gens peuvent se réapproprier sans perdre la lisibilité, en tout cas de l'intervention. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas nous on lit encore d'autres projets. Un autre projet aussi plus ancien de l'agence, mais qui est extrêmement important pour nous, c'est on est à Pont-Audemer. Alors vous voyez, ça c'est d'autres fiches du diagnostic. À Pont-Audemer, donc on est dans l'Eure, et on est sur une ancienne cartonnerie qui venait quasiment de fermer quelques années avant. Donc en plein centre-ville de Pont-Audemer, les gens avaient cette cartonnerie abandonnée. Et donc le maire de l'époque était Jean-Louis Destan, qui était aussi président du conseil général, lance l'idée de la reprogrammation de cette pépinière. Donc les pépinières, nous on vient ici faire cette pépinière, donc ça c'est le bâtiment existant, qu'on perçoit aussi au sein même d'un ensemble plus vaste qui est l'usine, en fait, l'ancienne usine de cartonnerie. Vous voyez l'état de délabrement. Et donc là, voilà, on n'a pas réussi à les convaincre de conserver les autres parties de la cartonnerie. Il ne reste que cette alvéole. Voilà. Et dans le cadre du diagnostic, donc du coup là, même recherche avec Charlotte, à l'époque, on était vraiment au tout début de l'agence, on vient analyser cette structure, comprendre en fait que l'ancienne cartonnerie, elle se situait sur un ancien bras de la Rille, c'est la rivière, que c'est normal qu'on ne trouve pas les fondations, parce qu'en fait notre bâtiment c'était un quai. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, on s'appuie sur la connaissance du bâtiment, donc le long du quai, pourquoi et donc essayer de revitaliser. Donc bon, je passe un premier travail sur le curage, donc mettre au nu le bâtiment, pareil, comprendre ses différentes qualités. Et là, donc le projet en plan. Donc on a réussi à réintégrer un étage supplémentaire, parce qu'il fallait trouver de la surface aussi. Fabriquer pour une pépinière d'entreprise, donc c'est des petits ateliers, des bureaux, essayer de fabriquer des lieux d'usage au centre, au cœur du bâtiment,
Donc vous allez voir, on a créé un noyau avec la lumière naturelle pour fabriquer comme ça cette synergie. Et du coup, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Toujours les pieds dans l'eau, mais maintenant qui retrouve un usage. Donc pour nous, c'était un projet un peu fondateur, puisqu'il y avait comme ça cette perte d'usage de cette ancienne cartonnerie qui redevient une pépinière d'entreprise avec différentes vues intérieures de ce noyau central. Alors, oui, là, on est vraiment dans le cœur du sujet du patrimoine vacant, dans des idées, des approches qui étaient assez timides mais volontaires, et que nous, on a saisi, et qui était formidable de se dire que cette ancienne cartonnerie qui était devenue après une usine de cirage devienne une pépinière d'entreprise, de remettre, parce qu'il y a toujours la question dans l'existant du programme qui s'adapte ou pas au bâti, et qui est une question sur laquelle nous, on doit souvent revenir dans nos esquisses de projet parce que parfois ça rentre pas, ou c'est pas adapté, ou bon. Et là, c'est vrai que de pouvoir pousser sur parce que ça faisait non seulement sens, et en plus ça s'adaptait très bien au lieu. Avec, je l'ai pas dit, une particularité, c'est que le maître d'ouvrage, c'était l'EPFN, donc c'est l'établissement public foncier de Normandie, sur son travail sur les friches. Et donc on avait 2 maîtrises d'ouvrage, et la maîtrise d'ouvrage, on va dire intérieure, c'était la ville. Voilà, donc il y avait, avec ce montage aussi un peu complexe, sur des doubles financements, que ça n'a pas facilité le projet, mais ça a permis quand même de cette transformation. Là on est à Paris, donc c'est un projet qu'on vient de livrer avec François Brugel, l'architecte. On est le long de l'îlot Saint-Germain, le long du boulevard Saint-Germain et la rue Saint-Dominique. Donc c'est une transformation donc c'est le mini. Alors là, on est dans un cas particulier où l'État vend à la ville cette parcelle pour faire du logement social. Ici, le plan un peu succinct, mais c'est l'hôtel de Brienne, c'est le ministère de la Défense. Donc on est nommé par concours avec François Brugel, et on hérite de 2 bâtiments. Le premier bâtiment que vous avez sous les yeux, qui est le long de la rue Saint-Dominique, un bâtiment qui est ce qui reste un ancien couvent, en fait, de la fin du XVIIIe, qui devient bien national, et qui devient j'ai oublié le nom, le bureau de la guerre. Dès le début, c'était assez annoncé. C'était le bureau de la guerre. Donc d'un couvent, ça devient le bureau de la guerre. Donc ce premier bâtiment, et puis ce deuxième bâtiment, là c'est en phase chantier, à l'intérieur encore d'îlot, qui est un bâtiment 200, qui est un bâtiment de la reconstruction des années 50 à 60, donc pour le ministère. Donc là c'est comment retransformer ces éléments. Alors ce bâtiment-là qui a une qualité en tant que tel, mais pas patrimoniale. En revanche, celui-ci est protégé au titre du PSMV, et donc avec d'autres qualités, en tout cas perçues d'un point de vue architectural. On s'est appuyé, donc évidemment, une fois de plus, sur le diagnostic. Le tout est un ensemble de bureaux. Oui, alors c'est des bureaux, et puis les militaires avaient fait bien le travail, donc ils avaient... c'est très propre, hein. C'est-à-dire que dedans, il n'y avait quasiment plus de décor. Les choses avaient été vraiment très, très, très bien mises en valeur. Donc, premier travail avec François, c'est d'essayer de comprendre en fait les éléments qui étaient préservables, à préserver. Donc ça va des parquets existants, de certains éléments de décor, de certains escaliers, avec des escaliers qui n'ont pas une qualité particulière, puisque on est début du 19e. Si vous prenez n'importe quel... ici, il y a 15 ans, on serait passé devant, beaucoup auraient dit « Oh oui, non, mais ça, il y en a plein à Paris, c'est des haussmanniens, il y en a beaucoup d'escaliers, pas trop de valeur. » Alors, la réalité, c'est quand même que ça fait partie des choses qualitatives. Il étant protégé B au PSMV, au plan de sauvegarde et mise en valeur du 7e arrondissement, on a pu bénéficier de l'appui de Frédéric Maziel, qui était l'architecte des bâtiments de France en charge de cet arrondissement, notamment dans notre petite lutte avec la préfecture de police, qui considérait qu'il n'était plus du tout aux normes, en tout cas un escalier particulier. Et donc, grâce à son intervention, on a pu comme ça conserver cet escalier, le remettre aux normes,
et avoir cette dérogation. Donc un travail assez particulier quand même, je le dis, je le souligne parce que c'était vraiment très agréable avec l'architecte des bâtiments de France qui a pu nous appuyer sur ça. Après, je déroule un peu plus vite. Sur le bâtiment en cœur d'îlot, donc là, vous voyez, ça c'est après curage, le bâtiment sur rue, donc il restait quand même pas grand-chose par moment. C'est suite à la grosse problématique plomb, hein, des curages drastiques aujourd'hui à Paris. Ça, je le dis, c'est important parce que en formation, je vous montrerai tout à l'heure un projet à la caserne de Rie en 2013 où déjà on avait vu la problématique plomb. Et du coup, fort de ce fait, on s'était dit, on ne se fera pas avoir 2 fois. On s'est fait avoir 2 fois la même année, à Îlot Saint-Germain et au musée de la Marine à côté. Musée de la Marine, pareil, plomb. En fait, c'est-à-dire qu'on pensait être les rois du pétrole en faisant le curage démolition en amont, curage avant démolition, pardon, des plombages et des amiantages. Et en fait, il est resté quelques éléments de plomb après avec la transformation du gros œuvre, et il y a eu cette contamination comme ça en plomb, donc il a fallu retravailler sur du plomb. Le plomb nous a empêché sur la moitié du bâtiment sur rue Saint-Dominique de conserver les parquets existants, parce qu'il y a du plomb qui était percé dans les OG sous le parquet. Voilà, donc malgré la connaissance du bâti, malgré la connaissance des méthodes, surtout en plus on est presque 10 ans après, on se dit, voilà, on connaît l'inspection du travail, on sait comment ça va se passer, on sait que le plomb c'est un sujet sensible, mais voilà, mais il faut toujours un sujet de vigilance là-dessus. Le bâtiment 200, c'est l'image à gauche, donc c'est le grand bâtiment R+9 qui était en cœur d'îlot. Lui, il paraît plus simple, parce qu'une fois qu'on a curé les cloisons, il était construit assez simplement, donc à reprogrammer, ça paraît plus simple. C'est pas forcément si évident que ça, puisqu'en fait, il est construit, il était très fragile. Je le dis parce qu'on a un autre cas, on a eu plusieurs cas comme ça, où l'architecture en béton, ou même on transforme des parkings en bureaux aussi. On se dit, un parking, je mets une voiture dessus, donc c'est bon, si on peut mettre une voiture, on sait mettre des bureaux. C'est pas si simple en fait, donc, parce qu'il y a toujours des questions de surcharge. Donc c'est un bâtiment qui était assez mal construit et assez fragile. Voilà, donc avec des questions de renforcement, il faut adapter les choses. Donc c'est pareil, c'est la connaissance par le diagnostic. Ça, c'est le plan d'ensemble. Donc, on a la rue Saint-Dominique, ça, c'est le bâtiment historique, et puis la Grande Équerre, qui est le bâtiment 200. En jaune, c'est ce qui a été purgé, et en rouge, c'est ce qui a été construit. Quand on présente avec François Brugel ce projet, on aime à dire quand même qu'on fait toujours avec ce qu'on a en présence, le déjà là, et puis après aussi qu'on est un peu des passeurs, c'est-à-dire qu'on démolit peu. Alors, ça, c'est juste un aparté. La chance qu'on a, en tout cas, nous, ça va faire quelques années maintenant quand même, on travaille dans la reprogrammation et la transformation du patrimoine, c'est les enjeux environnementaux qui nous aident grandement. C'est-à-dire que maintenant, les gens ont pris conscience du bilan carbone. C'est-à-dire qu'avant, nous, on disait, quand on a travaillé sur la caserne de Rie, par exemple, on a fait des gros ateliers de réemploi. Mais avant de réemployer, il y a la question de la conservation. En fait, si vous conservez, vous n'avez pas besoin de réemployer. Donc, ça paraît bête de le dire, mais aujourd'hui, grâce à ces enjeux environnementaux de bilan carbone, on arrive à un peu plus convaincre que le patrimoine, qu'il soit protégé ou pas, en tout cas les bâtiments qui ont une qualité ou une valeur architecturale, peuvent être conservés aussi sans pour autant les démolir et les reconstruire. Donc, je passe vite parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais on a pu faire 83 typologies de logements. Ça, vous les voyez toutes. On a fait 254 logements sociaux. J'aurais pu dire commencer par ça, c'était des logements sociaux, pardon. Et donc, on a un petit peu changé aussi le pourcentage de logements sociaux dans le 7e arrondissement, par la même occasion. Et donc, 83 logements sociaux de typologies différentes, puisque en fonction de chacune des situations, un bâtiment traversant, un bâtiment plus épais, un bâtiment plus tramé, des questions de vue qu'on avait le droit d'ouvrir ou pas, on a à chaque fois adapté ces logements. Voilà le plan général d'ensemble. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait un 3e architecte pour faciliter l'opération qui est arrivé après, qui est Antoine Regnault, qui était en charge du gymnase et de la crèche. Donc il est venu glisser sa crèche et le gymnase sous le bâtiment central. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses au même endroit, d'où l'importance de la connaissance aussi du bâti et de savoir ce qu'on doit démolir, déposer,
comment on vient reconstruire, parce que je vous remontre la photo du chantier. Il faut imaginer que voilà, il restait pour la base vie, vous le voyez à droite, il restait très peu de choses. Donc un chantier assez contraint. Voilà quelques vues des logements. Il faut se rappeler qu'à Paris, au-dessus du R+6, R+7, vous pouvez avoir une vue assez fabuleuse. Donc les logements bénéficient de vues assez incroyables. Je vais parler après de la question du projet. Donc à gauche, vous avez la situation existante en fait du bâtiment sur cour, avec en jaune ce qu'on a démoli. Et évidemment, pour transformer ce bâtiment sur cour je vais revenir sur la vue générale, j'aime bien cette vue de chantier, vous voyez apparaître en fait des espaces extérieurs. Parce que du bureau logement, il faut pouvoir transformer, voilà, pour fabriquer des espaces extérieurs, des qualités d'usage au logement. À droite, ça c'est la façade dont on avait hérité. Et donc on a travaillé sur un découpage d'allège pour rendre plus de domesticité, et puis des prolongements extérieurs. D'où la construction de cet exosquelette que vous voyez apparaître là, et que vous voyez ici en détail avec ses extérieurs. Donc on avait un bâtiment sur rue qui était en pierre enduit, un bâtiment sur cour qui était en plaquettes de pierre, et cet exosquelette, du coup, on l'a fait en béton ton-pierre qui porte à la fois sur le bâtiment des années 50, 60, et donc sur cette trame. Donc le bâtiment existant à gauche, la transformation en façade nord où on n'avait pas le droit on n'avait pas le droit de mettre les pieds, donc on a travaillé que sur des allèges et c'est sur de baies, et puis la façade sud et ouest où on a pu comme ça fabriquer des prolongements extérieurs. Voilà quelques vues de l'opération livrée avec le gymnase. Alors on change radicalement de sujet pour repasser et peut-être développer un peu plus sur le diagnostic. Cette présentation, ça nous permet de vous montrer aussi qu'on passe d'échelles à d'échelles très grandes, à 254 logements, à des échelles, vous allez le voir, beaucoup plus petites. Ici, c'est les pavillons prouvés de l'usine MAM à Tours. Donc l'usine MAM, c'était une imprimerie. Monsieur MAM avait lui fait fortune en imprimant des micelles. Et puis, avec Vatican II, dans les années 70, plus de micelles. Donc, l'imprimerie s'effondre. C'est une histoire d'un lieu industriel qui décline et qui est très regardé par la ville et la métropole de Tours parce que c'est un lieu d'architecture exceptionnel puisque Monsieur Mam était un grand amateur d'architecture et avait fait construire son usine par Bernard Zerfus, tout en béton, et puis fait concevoir les éléments métalliques, tous les sheds, et on va le voir, son bureau et sa salle de conseil d'administration sur le toit par Jean Prouvé. Donc ce déclin industriel pousse la métropole de Tours à racheter l'ensemble, à y faire un grand programme intérieur qui transforme cette usine en école des beaux-arts et en lieu de pépinière, coworking sur une partie. C'est un projet qui a été mené sous la maîtrise d'œuvre de Franklin Hadzi et qui est livré et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que l'école des beaux-arts vit sa vie d'école et il y a ses étudiants, mais le coworking et la pépinière sont une vraie réussite. Peut-être même un peu à la surprise de la maîtrise d'ouvrage qui dans cette région-là n'avait pas trop visiblement l'habitude de ce genre de lieu, mais ça marche très bien. Et il restait donc la fin à réaliser, qui est la restauration-réhabilitation des pavillons prouvés qui sont sur le toit de l'usine. Et nous, notre agence arrive à ce moment-là où on est retenu pour faire cette restauration et réhabilitation. Alors vous avez une vue là de cette grande usine et les pavillons, c'est ce qu'on voit apparaître ici. Donc c'est très petit en surface, c'est vraiment. Mais c'était un peu la cerise sur le gâteau. Comment fait-on pour les réhabiliter, pour les rendre visitables et pour
intégrer des usages dedans. Alors les faire visiter en tant que tel, et puis pouvoir faire un lieu de réception ou de la grande salle du conseil d'administration pourra accueillir quelques colloques, être loué, voilà. Oui, juste pour quand on dit cerise sur le gâteau, c'est que la surface est très petite. Ils avaient écarté en fait la restauration de cet objet en commençant par les structures béton plus classiques de Zerfus. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Jean Prouvé, que un panneau qu'on va vous montrer, ça se revend 200 000 € le panneau. Donc aujourd'hui, on est sur un objet tellement précieux que les autres bâtiments qui existent de Prouvé, ou très peu sont conservés en l'état, ils sont souvent démontés et mis dans des caisses, et ils naviguent de musée en musée à travers le monde, ou remontés aux Tuileries, ou remontés. Voilà, donc c'est pour ça en fait que c'est la fin du projet, mais c'est la partie la plus difficile en fait, parce que vous avez tous les conservateurs de France et de Navarre et les héritiers de Jean Prouvé d'ailleurs qu'on a pu rencontrer et à qui ça se passe très bien, qui sont un peu focus là-dessus. Oui, on arrive dans une situation où les maîtres d'ouvrage sont conscients de ça. On est donc là, vous le voyez, on est sur le toit. Il y a le principe constructif qui est exposé, mais on est sur le toit, sur un lieu qui est surveillé 24 heures sur 24 par 8 caméras. Ils ont une peur bleue du vol. Ils ne veulent pas démonter le pavillon pour le restaurer en atelier parce qu'ils ont peur que les panneaux soient volés ou qu'on nous dise que vaut mieux les refaire à neuf, ça sera tellement plus simple, et que les panneaux anciens aillent au musée. Donc on est dans une situation où tout le monde est conscient d'avoir un espèce de trésor, et quand Jean-Jacques parle d'un objet, on est dans la notion d'objet, on n'est plus vraiment dans la notion de bâtiment. On est dans la notion d'objet. Ils ont un objet de grande valeur qui est en très mauvais état, très, très abîmé, qu'il faut restaurer, mais comment et pourquoi, et avec évidemment l'enjeu du coût, parce qu'on sait que tout ça va coûter très cher, puisque ce sont des pièces, chaque panneau sont des pièces de musée. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on commence le diagnostic, et les enjeux, c'est au-delà de le restaurer et de le réaménager, c'est de faire comprendre que c'est possible, et dès le départ, faire comprendre une méthodologie de travaux à mettre en œuvre pour embarquer la maîtrise d'ouvrage, qui ne nous disent pas ça n'est pas possible, sachant que, on peut le dire clairement, ce qui attend derrière, c'est que si le projet peut pas se faire, il y a déjà quelques galéristes qui sont à la porte et qui attendent pour racheter le pavillon à une fortune. Et puis, je ne sais pas ce qu'on mettra sur le toit de cette usine, mais autre chose. Donc, c'est là où on développe un peu plus dans ce propos sur le diagnostic. Donc, un diagnostic pour une bonne connaissance approfondie d'un bâtiment, c'est d'abord la connaissance architecturale. Alors, c'est vrai que nous, à l'agence, on passe... que ça soit du neuf, parce qu'on fait aussi de la création, mais du neuf ou de l'existant, tout est dessiné en 3D, pour bien comprendre les espaces, mais aussi pour des enjeux de communication à nos maîtres d'ouvrage, faire comprendre comment les choses sont construites, pouvoir avoir des visions un peu à la maquette, même si on a fait une vraie maquette physique sur ce projet-là, mais pouvoir comprendre l'ensemble, comprendre les différents matériaux qui interviennent dans le bâtiment. Donc c'est une vision très exhaustive, thème par thème, d'un état à l'instant T où on fait le diagnostic. Donc là, vous avez des extraits de notre travail sur... donc il y a, ces pavillons s'organisent autour d'un noyau central en béton, puisque l'usine était conçue pour pouvoir s'agrandir par étages successifs. Donc il y avait un noyau central qui montait, qui dépassait sur le toit. Et puis les pavillons étaient construits sur ce toit, mais étaient démontables. On pouvait reconstruire un niveau d'usine et remonter les pavillons au-dessus. Donc il y a ce noyau en béton, tous les revêtements de sol, avec des revêtements de sol qui sont des parquets. Alors là, on le voit mal c'est des petits parquets mosaïques en bois, des parquets un peu plus soignés dans des essences plus rares. Des panneaux, alors tous les panneaux de Jean Prouvé, on a des panneaux pleins
en tôle qu'on appelle gaufrette, des panneaux à hublot, qui sont sûrement les panneaux les plus précieux, qui en plus ici, comme les plafonds, qui sont en dalle d'Isorel mais de couleur, ont fait l'objet d'une, par cette espèce de patron éclairé, d'une recherche avec un artiste sur tout ce qui est colorimétrie. Donc les panneaux étaient beige et bleu, il y avait des couleurs peintes sur les murs de l'usine, des couleurs dans les lieux dangereux avec des couleurs fortes qui faisaient prendre l'attention à tous les ouvriers du danger, des couleurs plus calmes pour être plus relax. Ce qui fait que sur ce pavillon de Jean Prouvé, les panneaux à hublot, par exemple, qui sont assez connus pour ceux qui connaissent l'architecture de Jean Prouvé, sont les seuls panneaux à hublot avec des verres de couleur réalisés par cet artiste Pillet, voilà, dont le nom m'échappait. Edgar Pillet, qui a conçu les couleurs des panneaux à hublot, donc c'est des véritables œuvres d'art. C'est l'analyse, donc dans ce diagnostic, on parlait d'analyse architecturale, c'est la recherche de tous les documents d'archives. C'est vrai que sur Jean Prouvé, tout était très dessiné parce que c'est un peu comme une mécanique automobile, hein, les panneaux de Jean Prouvé, donc c'est que de la pièce assemblée. Donc tout est très très dessiné. On a les plans de conception, les plans d'exécution. C'est toujours pour nous architectes l'analyse entre les deux parce que le projet n'est pas toujours réalisé exactement comme dessiné. Juste sur cette slide, parce que donc là on était sur l'état de ce qu'on a en main. Il y a cet état intermédiaire, vous voyez, modification après livraison. Il faut savoir que, en plus, la complexité qui se pose sur ce projet, c'est que dès la livraison, il fuit. Wow, c'est pas bien de dire ça, mais ça fuyait et il faisait grosse surchauffe. Donc ils ont posé des stores extérieurs. Donc là, la complexité qu'on a aussi, c'est que il faut qu'on arrive à restaurer, mais on ne va pas restaurer quelque chose qui fuit. Et on doit en plus renforcer thermiquement c'est l'ensemble de ce projet. Donc là, voilà, ces deux enjeux, c'est réussir à remettre des usages contemporains, parce que pourquoi il a été abandonné, clairement, c'est qu'à un moment, c'est pas juste un manque d'usage, c'est aussi parce que les situations sont intenables. Voilà. Oui, on va y revenir pour montrer les détails après sur lesquels on a travaillé. Donc j'étais sur les documents dont on se sert. Les photos, évidemment les photos d'archives, ce que disait Jean-Jacques, on voit le bâtiment évoluer et c'est un bâtiment qui a été conçu, qui a été livré en 1954, mais dès 55-56, on a des transformations, des stores qui apparaissent, des changements de verres. On voit à droite les verres derrière lesquels, là, ce qu'on voit en bas, on a mis des panneaux d'Isorel. On essaye de travailler. On sent que le bâtiment a des problèmes et est peu vivable. C'est l'analyse des transformations récentes. L'usine MAM donc a été entièrement reprise, entièrement refaite. Forcément, il y a eu des questions de fluide. Comme les pavillons n'étaient pas intégrés dans cette réflexion, il y a quelques gaines de ventilation qui passent de manière, comme vous voyez au centre, qui passent quoi. Avant que l'étude sur les pavillons soit faite. Donc il faudra s'accommoder un peu de ces modifications, comme les gaines à gauche. On voit à droite la terrasse, parce qu'il était posé, il y avait une grande terrasse autour, qui a reçu une étanchéité provisoire qui dure, dirons-nous. L'analyse architecturale, évidemment, il y a beaucoup de documentation sur le travail de Jean Prouvé, sur ces éléments, le portique, la coque, les panneaux, les cloisons et les brises-soleil, qui sont les grands éléments constitutifs que l'on doit réintégrer dans notre pavillon. Est-ce que toutes les coques de Jean Prouvé sont les mêmes? Non, puisqu'on a eu du mal sur certains détails, on ne se retrouvait pas. Ça serait trop simple si on pouvait reprendre un bâtiment de Jean Prouvé déjà restauré et refaire la même chose. Il y a des adaptations à chaque niveau. La genèse, le projet, donc la genèse de réalisation historique, puis le projet en réel, ce qui a été fait. Et ce que disait Jean-Jacques, les grandes questions qui commencent à se poser, où là où on comprend que en fait, le bâtiment a toujours été fuyard à l'air et à l'eau. Et donc ça, c'est les moments où on se dit que la restauration a ses limites. C'est-à-dire que restaurer tel que c'était fait, c'est pas exactement ce qu'il faut faire, puisqu'on peut pas se permettre de livrer à notre maître d'ouvrage un bâtiment en lui disant, voilà, vous avez du Jean Prouvé
tel que impec, mais il fuit parce qu'il a toujours fui. Donc il y a ces réflexions, et c'est là que commence l'intégration des nouvelles, des interventions un peu plus, peut-être plus fortes sur le bâtiment, où on doit se poser la question de la thermique. On voit ici les fenêtres, la question des joints, et dès le diagnostic, il faut aller du coup très loin sur ce genre d'édifice. Dès le diagnostic, on pense aux natures de joints, aux natures de verre. Puisque sur ce type d'édifice, si on veut pouvoir présenter un projet satisfaisant et financièrement réaliste à notre maître d'ouvrage, il faut aller très loin. Donc là, on met différentes images, vous voyez, où ça va se loger, essayer d'analyser vraiment toutes les photos, ces parois mobiles qui ont disparu, qui ont disparu dans certains bureaux, mais qui sont conservées ici. Dans ces bureaux-là, elles ont disparu. Est-ce que c'était les mêmes? Analyser l'ensemble des documents. C'est ça un diagnostic. Au-delà du sanitaire, c'est un diagnostic, parce qu'après, il y a dans quel état c'est, qu'est-ce qu'il faut refaire. Mais le diagnostic architectural qui est quelque chose de très important. Et puis, évidemment, la question de matérialité avec l'analyse des structures béton. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'îlot Saint-Germain, les portances de plancher, c'est du béton, ces Airfus, on pouvait reconstruire au-dessus. Oui, mais on doit toujours se reposer la question, refaire des carottages. Donc, le diagnostic, pour bien connaître le bâtiment, tout ceci pour vous dire que c'est un travail long, lourd, et qui mobilise non seulement l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais beaucoup de savoir-faire autour. C'est-à-dire que on doit faire venir des entreprises pour nous faire les carottages, les analyser. On doit être à ce niveau de détail dès le diagnostic. C'est presque de la chimie. Dans le cas de Prouvé, par exemple, on a fait venir un spécialiste de l'aluminium pour l'anodisation. En fait, ça n'existait pas l'anodisation à l'époque, mais comment l'aluminium était protégé. Voilà, donc on fera ce chantier de test un peu plus tard, mais c'est aussi l'analyse jusqu'à la chimie même du matériau, en fait. Et pour donc les comparaisons, alors là on est plus dans le sanitaire sur les comparaisons origine et actuelle. Donc on voit qu'à l'origine tous ces panneaux verriers, cette transparence qui a été assez vite modifiée par des panneaux de bois parce qu'il y faisait trop chaud. En fait, dès les années 50, on crevait de chaud. En fait, la livraison avec cette casquette est dès en 54, et dès 55 on met les brises soleil. Donc ça, c'est après les choix à faire dans le projet et dans le parti de restauration. Quel état on restaure, dans quel état on se met. Alors ça, c'est toujours une réflexion qui doit prendre en compte l'état historique, mais aussi les enjeux actuels. Il est évident que sur ce sujet-là, ça sera l'état de 56 qui sera restauré avec ces stores, puisque ces stores, on en a cruellement besoin aujourd'hui. Des exemples de diagnostic intérieur de la présentation nous est propre, mais qui est assez, je pense, commune à différents confrères, de numéroter, de repérer, photos, repérage, les dégradations. C'est assez fastidieux, hein, un diagnostic, c'est assez sur photo, en plan. Et puis sur ce sujet-là, jusque là, c'est des documents de notre bureau d'études structure, jusqu'à la structure où vous voyez, on n'est qu'en diagnostic, mais on est à ces échelles-là, puisque la question de replacer la toiture, on le disait tout à l'heure, les tôles de toiture, ces tôles gaufrettes, dans une galerie d'art, elles se vendent, la tôle, elle se vend 100 000 €. Donc là, on en a quand même quelques mètres carrés. On va pas tout mettre à la poubelle. Donc anodisation, reprendre, c'est des sujets. Et ces fameux panneaux, donc un diagnostic qui a été fait panneau par panneau. Là, c'est les panneaux à hublot, panneaux portes en plus, donc panneaux mobiles. Comment on restaure et comment, à l'intérieur, on essaye d'inclure un peu d'isolation. Voilà, je passe vite parce qu'il y a un dernier projet à passer. Tous les repérages de toutes les altérations. Un diagnostic, c'est ça, c'est vraiment... c'est pas seulement, et on le voit nous souvent dans nos métiers, c'est pas seulement des diagnostics, parce que parfois on arrive sur des projets où on nous dit les diagnostics sont faits,
des BET sont passés, on a un diagnostic fluide par un BET qui a travaillé dans son coin, la Socotec a fait la structure, vous avez un diagnostic plan, vous avez un diagnostic amiante, vous avez tous les diagnostics, donc passez au projet. Un diagnostic sur un édifice à réhabiliter, alors là c'est un exemple très précis, c'est avant tout un diagnostic architectural qui doit savoir et compulser l'ensemble. Voilà, et je te passe la parole. Donc, vous voyez l'ensemble des dessins. Et pour arriver au projet de réaménagement, avec différentes options, où on voit que la marge de manœuvre est assez limitée, puisque dans cet ensemble, avec ces cloisons et tout, donc il y a un projet d'espace convivial qui permet de réutiliser bien notre cloison mobile, de réception vernissage ou de séminaires qui peuvent s'installer dedans, où le projet architectural, finalement, on s'installe, c'est très mobilier, et où le travail va être surtout sur la coque pour la rendre plus confortable. Ouais, juste quelques minutes là sur un dernier projet et je vais juste présenter de manière très transversale. Donc on est dans le 12e à Paris, c'est la transformation de la caserne de Reuilly. On a été architecte urbaniste y compris quelques minutes. Ça va encore? Ouais, c'est bon. 5 minutes, c'est très large. Et donc du coup, architecte urbaniste sur cette opération. Et donc c'est la transformation d'une caserne. Pareil, cession de l'État à la ville, transformation de cette caserne en logement notamment. Donc on est sur ce site-là. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure avec l'îlot Saint-Germain, c'est pareil, c'est que quand l'État vend la ville, c'est pas gracieux. Il y a des conditions, il y a des délais, il y a des montants, il y a des choses, tout ça. Donc c'est toujours des projets assez contraints. Et dans le cas particulier de la caserne, c'est qu'en plus on partait de rien. Donc il a fallu faire un diagnostic, une analyse fine, déposer un permis d'aménager, découper en lots, confier à chacun des architectes, et tout en conservant cette caserne historique. Il faut savoir que donc ça c'est la vue de la caserne de Reuilly, on est le long de la rue de Reuilly qui est une des plus anciennes rues de Paris, et donc cette caserne-là, elle est... Quand on arrive sur site, évidemment on la conserve. On va conserver ces bâtiments, ces ailes. Je pense que ces exemples de casernes sont très importants parce que on est appelé sur d'autres sites un peu en France où la question de la conservation elle se pose encore. Aujourd'hui, si vous dites que si je dénonce, je ne donnerai pas les noms, mais notamment un architecte bâtiment de France que je n'ai pas croisé, il avait accepté qu'on la rase complètement. C'était prévu. On parle de 2013, là, je crois. Donc, je ne sais plus, 2008, 2009. Oui, on se met d'accord, on va faire 600 logements, on rase la caserne. Nous, la chance qu'on a, c'est que quand on gagne ce concours, c'est que le postulat, c'était déjà de la conserver. Donc, il y a quand même un changement de paradigme et qui est encore en place dans d'autres lieux en France où on se pose la question de la conservation de certaines ailes des casernes comme ça militaires. Ce qu'il faut dire quand même aussi, c'est que le coût de ces transformations sont liés aussi à la valeur foncière, en fait, évidemment. Quand on est dans Paris, on n'est pas sur une caserne militaire dans l'Est où on a des flopées de casernes militaires. Et donc, des fois, c'est plus simple de raser une aile, d'en garder une. Donc voilà, donc c'est juste toujours avoir en tête, on a bien conscience de ça, que restructurer, reprogrammer des ensembles comme ça, c'est plus coûteux, on ne va pas se cacher, que de le démolir et de refaire du neuf. Donc cet enjeu foncier, là, on en a bien conscience et j'imagine que ceux qui sont porteurs de projets le savent bien. Donc voilà ce dont on hérite. C'est un bâtiment assez austère, donc avec 3 ailes, un bâtiment central, 3 ailes et 2 pavillons. On commence par un diagnostic. Alors que là, pour le coup, je fais exprès de dézoomer. C'est un diagnostic. On a travaillé avec un anthropologue architecte sur le quartier, parce que là, on est sur un projet urbain. Donc c'est aussi important. C'est pas que le diagnostic bâtimentaire, c'est aussi le diagnostic des abords. Donc là, on est notamment sur c'est quoi, dans quel quartier on se situe, sur les activations existantes, sur
aussi, comme on est sur un projet urbain, qu'on fait l'espace public, qu'est-ce qu'il y a comme élément d'éclairage public en place. C'est un document qui fait plusieurs centaines de pages, je vous en montre que quelques-unes. Les gabarits de voies autour du site, les questions d'ensoleillement, les questions aussi de programmation, parce que on aurait réussi à programmer, donc on a fait un peu notre enquête aussi sur les commerces qu'il pouvait y avoir au pourtour. Les questions gabaritaires et de PLU, donc ça c'est aussi des diagnostics sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Une recherche historique, ça c'est un peu notre spécificité, parce que je pense qu'on a gagné aussi ce concours, parce que cette recherche historique, on l'avait aussi au préalable déjà entamée. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Aujourd'hui, cette caserne, aujourd'hui, plus maintenant, mais quand on en hérite de ce projet, vous voyez, ça c'est le projet construit. La caserne, en fait, elle avait une fenêtre sur deux qui a été supprimée. Le projet initial, le projet réalisé, pour faire un peu court. Et donc, en fait, quand vous avez des casernements, c'est pas facile d'y loger, je veux dire, parce qu'il y a une fenêtre pour une très grande pièce, c'est un peu comme ici, un peu moins grand, mais quasiment comme ça. On se dit, voilà, comment je vais faire du logement dedans ? Et donc, par cette recherche historique, on a pu démontrer en fait que il y avait dès l'origine un travail sur le percement. Donc, quelque part, dans les discussions qu'on a avec, notamment, c'était Christelle Dupas, architecte des bâtiments de France à l'époque, très librement, on dit, voilà, nous, de toute façon, on va plus percer pour pouvoir retransformer et sans pour autant dénaturer le patrimoine. Donc, il y a une analyse du bâtiment. Tout ce travail-là, la chance qu'on a, je le dis aussi, c'est qu'on a eu un accord cadre. Donc un accord cadre, c'est pour un maître d'œuvre et la capacité aussi, et un maître d'ouvrage, de confier plusieurs types de missions. Et un accord cadre assez ouvert. C'est-à-dire qu'au début, ils n'avaient pas pensé que, en tant qu'architecte du patrimoine, on pourrait aussi, parce que là, on était plutôt pour l'urbanisme et l'espace public, on pouvait aussi, en fait, par notre connaissance du bâti, influer grandement sur la manière d'aller transmettre ces bâtiments après aux architectes qui étaient en charge de la rénovation. Par ce diagnostic, donc à gauche, c'est la vue de ce qu'on avait en place. Et alors, c'est des petites choses, mais à droite, c'est ce qu'on a trouvé. Donc on sait que c'était en tuiles. Donc déjà, première discussion, c'était mais vous n'allez quand même pas la remettre en tuiles, c'est pas le sujet. On était en train de faire du logement, et du logement principalement social. Donc il y a des enjeux budgétaires. Donc quand vous avez un architecte du patrimoine qui débarque en disant oh, je voudrais le restaurer comme c'était, il faut pas, c'est pas évident de convaincre tout le monde tout de suite. Mais on a réussi à le faire quand même en remettant notamment les reliefs avec et puis les différents éléments. Le patrimoine pour nous, pour pouvoir le restaurer, il faut aussi lui donner, donc je vous l'ai dit, une valeur d'usage et puis aussi une capacité un petit peu de compensation. C'est-à-dire que ça, c'est le projet originel avec des grandes hauteurs de plafond. On a pu voir comme ça qu'on pouvait créer plusieurs milliers de mètres carrés, peut-être pas plusieurs milliers, mais je ne sais plus le chiffre exact, mais un bel immeuble neuf en moins, en créant un plancher supplémentaire et en adaptant. Donc vous voyez, création des ouvertures, plancher supplémentaire. Et après, on a déterminé un mode de restitution, des soubassements pierres, des enduits, ainsi de suite. Et en fait, tout ce travail de diagnostic patrimonial, ça nous a permis après, au sein du projet urbain, donc je passe très très vite, projet urbain, la caserne en jaune, les bâtiments neufs qu'on crée, de dédensifier. C'est-à-dire qu'on a créé des immeubles en moins, c'est aussi pour ça qu'on a gagné le projet. Et du coup, moins de densité, le patrimoine un peu comme variable d'ajustement. C'est pas un gros mot non plus. Hein. Et donc après le jardin, je passe vite la maquette du projet, la mise en place, les fiches de l'eau pour les architectes, et puis après on arrive avec donc le projet mis en place, et puis là on confie à 6 architectes différents cette caserne. Donc la particularité, c'est que on a confié un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments, 4 bâtiments, à chaque fois à des architectes qui avaient aussi en charge la construction neuve. Donc c'était très particulier et à nos sens un peu osé, parce que vous voyez bien en fait que la logique initiale, ça aurait été de confier à un architecte la restauration de l'ensemble pour que ça crée cette unité. Et par le diagnostic, en fait, on a pu être passeur, et les documents qu'on a montrés, voilà, auprès des architectes d'un mode de transformation. Donc
le plan du rez-de-chaussée avec les questions d'usage, la transformation de l'espace public, différentes vues du projet urbain. Ça, c'est notre travail un peu ultime, y compris dans la perspective globale, en fait, où chacun des architectes a accepté d'être intégré au sein même d'un projet. Vous voyez l'homogénéité de restauration, le projet prévu, le projet réalisé, et voilà la caserne. Donc, il faut savoir que ça, c'est un architecte, ça, c'est un autre architecte. Et donc, ici, c'est un autre architecte, un autre. Voilà, donc, à chaque fois, on a comme ça, par le diagnostic, y compris dans le projet urbain, pu être passeur, en fait, d'un mode de transformation, de règles communes. Voilà, puisque après, il faut le passer à chaque entreprise. Donc, on a réussi, on avait 3 entreprises différentes. On a réussi comme ça à restaurer de manière homogène cette caserne. Alors, on a terminé. C'était passionnant et merci pour nous avoir montré une telle diversité de projets. Et on va vous passer la parole pour quelques questions. Et ensuite, il y aura une très courte pause où on vous demande de rester à l'étage ou dans la salle, mais il y a des toilettes juste à la sortie, si besoin. Donc, on a des micros qui peuvent circuler dans la salle si vous avez des questions. Oui, simplement, merci beaucoup Charlotte et Jean-Jacques. Non, ça me faisait penser à 2 choses en vous écoutant. Bon, déjà, je vous paraphrase, mais l'importance des diagnostics. Dans le cadre de Réinventer le patrimoine, on a rencontré des maîtres d'ouvrage, des collectivités qui sont venus nous voir avec des projets en disant bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, on recherche la définition des usages, et en fait il n'y avait pas cette connaissance des bâtiments. Donc premier point, la connaissance des bâtiments, quand on n'a pas les relevés de géomètres, on peut rien faire en fait. Voilà, donc c'est premier point, c'est déjà quand même connaître son bâtiment. Un petite astuce aussi, la collectivité était toute petite collectivité, elle n'avait pas les moyens, donc elle a passé un deal avec l'école de géomètres du Mans pour que des élèves en fait puissent faire les relevés un peu gratuitement, et puis ça devenait un terrain de jeu pour quelques années, voilà, avec une convention pour les élèves de l'école des géomètres. Et puis le deuxième point aussi, c'est peut-être aussi rappeler le rôle de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui peut vous accompagner aussi sur cette question des diagnostics, notamment lorsque les bâtiments, si vos bâtiments sont classés monuments historiques, donc il y a une obligation de faire un diagnostic patrimonial, un diagnostic architectural. La DRAC peut avoir un rôle d'AMO aussi, dans le suivi en fait, de ces études. Et puis parfois, bon ça c'est un peu au cas par cas, mais peut aussi cofinancer, lorsque le bâtiment est classé, la réalisation de ces diagnostics patrimoniaux. Voilà, c'est simplement ces petits éléments voilà, qu'on a pu observer sur le terrain. Oui, merci pour votre exposé très divers, puisqu'il y a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai 2 questions, en fait. C'est sur la maille échelle dans le temps, c'est-à-dire que vous êtes sur des missions qui sont prévues pour combien de temps auprès de vos maîtres d'ouvrage sur ces 6 exemples. Et puis par ailleurs, on reste très focus bâtimentaire et pas forcément l'inclusion dans la maille urbaine, le centre-bourg ou voilà. Et nous, on est plus aménageur qu'architecte, donc on a un regard qui est peut-être avec plus de distance, plus de recul. Et c'est des alchimies qui nous intéressent aussi. C'est aussi ce qu'on regarde, nous, dans notre travail. Donc, comment vous l'incluez peut-être que c'est d'autres membres de vos équipes qui sont plus avec ce regard-là, je ne sais pas. Voilà, merci. Je commence, je passe la parole. Sur les questions des marchés, écoutez, c'est assez divers. Jean-Jacques en a parlé à la fin sur la caserne de Reuilly avec les accords cadres qui permettent d'avoir et on en a de plus en plus sur les gros sites qui donnent une durée qui peuvent être en plus prolongées. Donc on peut avoir des marchés comme ça.
c'est souvent dans ce cadre-là. Au Famille-Mystère de Guise, ça a été des marchés successifs. Il y a eu des appels d'offres. Et puis, on répondait. Ils ont séparé les bâtiments. C'est pour ça que le musée a été quelqu'un. Nous, on a travaillé sur d'autres sujets. Mais je pense que c'est cette méthode-là, d'accord cadre, qui marche le mieux. Après, je te laisserai. Oui, parce qu'on n'a pas montré, mais on a fait quelques centres-bourgs, donc ça me parle très bien. Mais juste sur la caserne, je vous ai montré rapidement, mais effectivement, on tourne autour petit à petit, et puis on se rapproche. Et on ne travaille pas tout seul. L'exemple, je vais répondre en même temps sur la durée, c'est l'accord cadre. On a un accord cadre avec un projet Saint-Fargeau là, dans le 20e, avec la RATP. Et je crois que c'est 2032, la fin du 2032 sur ouais. Donc quand vous signez le contrat, vous regardez bien en fait. Et surtout qu'on est 9 co-traitants. Donc il y a en question environnementale, il y a des questions d'éclairage, il y a des questions de paysage, il y a des questions sur les projets urbains. On est jusqu'à 9 co-traitants. Donc on aurait pu le dire pour chaque projet, mais c'est vrai qu'une heure c'est très court. Il faut savoir que là, sur la caserne de Reuilly, on est avec un paysagiste qui est Hervé Rosset, on a un anthropologue, c'est Miguel Mazri. À chaque fois, les équipes, elles sont toujours très, très composites. Voilà. Et après, sur les durées, dans tous les cas, c'est un travail de patience. Hein. C'est-à-dire que moi, je compare souvent, c'est un peu ridicule, mon métier à un marathon, mais il ne faut pas être pressé, en fait. Hein. Il faut démarrer le lancement. Il faut du temps. Et puis le patrimoine, il est. Par exemple, le cas d'école de Tours, là, qu'on vous montre, on a rendu le diag il y a 1 an. Donc, pendant 1 an, c'est essayer de motiver tout le monde. Et pourtant, c'est des métropoles, donc c'est quand même des gens qui ont un savoir-faire, y compris de marché, y compris d'aller chercher des subventions, y compris de motiver tout le monde. Ils savent ce que c'est un programme, normalement. Voilà, mais ça, je crois que vous en parlez aussi, la question du programme. Non, on l'a pas insisté parce que quand on avait travaillé avec Delphine et les équipes, là, on sait que vous allez en reparler, mais le programme, c'est le nerf de la guerre. Oui, l'architecture, elle est là comme sa capacité à contenir ou sa qualité architecturale. Ou nous, on le voit vraiment comme quelque chose qui a des grandes qualités, mais la question programmatique, elle est bien en amont. Et ça, vous avez parlé des relevés, mais l'idéal, c'est quand même... Alors, on a eu aussi des fois des projets où on a le programmiste dans l'équipe, mais c'est quand même beaucoup moins... c'est quand même beaucoup moins facile. Il y a quand même la question de la programmation et il faut vraiment la faire en amont. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on fasse une pause ? Peut-être simplement un témoignage pour corroborer ce que dit ma collègue. On a ce type de projet qui arrive dans le cadre du programme Village d'Avenir, et les premières discussions que j'ai, notamment avec le CAUE, c'est toujours n'allez pas sur la requalification de ce bâti, il faut le voir dans une vision d'ensemble plus globale, etc. Et finalement, sur tous les projets, le CAUE veut faire une étude préalable. Et donc, je pense qu'on va s'inscrire dans ce fameux temps long où finalement tout le monde va se positionner sur un temps d'étude. Peut-être le cas le plus parlant, c'est peut-être celui du Famille-Mystère, justement, qui a été réfléchi en matière de programme. C'est presque un centre-ville, hein, c'est tellement grand, mais dont le programme, peut-être dans son... Pas le programme dans ses différents usages n'a pas surpris, mais dans sa mise en œuvre était surprenante. C'est-à-dire qu'on aurait tendance, et c'est une erreur à ne pas commettre en général, à vouloir restaurer en premier lieu, et en plus ce qu'il y a de plus beau, parce qu'on se dit c'est ce qui va faire venir du monde, on va refaire bien les façades, les toitures, c'est très très beau et tout. Et puis le reste, mais le reste, quand on a fait ça, le reste a du mal à suivre, et je pense notamment au financement. C'est-à-dire qu'on se dit après trouver les sous, on dit non mais attendez, vous avez déjà fait un super beau truc, vous, hop, on passe à côté. Et eux ont fait le choix justement, ce qu'on disait au début, de faire en premier cette buvette qui semble un peu anecdotique, mais qui était très importante, avec un accueil pour pouvoir accueillir les gens, montrer, et même quand c'était un peu dégradé, c'était déjà pas mal. Et on montrait, et pour après développer des projets, la place, vous voyez, qui pouvait être quelque chose, on se disait, on fera ça en dernier. Non, ils ont dit, c'est ça, parce qu'il faut accueillir du monde. Et puis, ça met un peu de l'eau au moulin, je veux dire, pour derrière que les financements suivent. C'est pas fini, parce qu'on n'a toujours pas fait ça. Donc, mais c'est sûr que c'est ces études pour nous. Mais nous, on est architectes. Hein. Donc, pour nous qui relèvent de la programmation.
On verra en fait au cours de la formation, il y a d'autres interventions qui vont revenir là-dessus et qui vont montrer du coup différentes méthodologies de programmation avec justement des études de la permanence architecturale, des études de programmation en axe qui permettent de faire les choses petit à petit et de faire des tests aussi pour ne pas plaquer des programmes qui d'une part ne rentrent pas forcément dans les bâtiments mais qui par ailleurs ne correspondent pas forcément aux attentes des populations locales, des territoires et des acteurs. Et donc on va vraiment vous présenter toutes ces méthodologies de cartographie des acteurs, des enjeux qui vont vous permettre aussi, enfin vous donner des billes et des clés pour pouvoir conduire vos projets. Merci beaucoup, je crois qu'on a le temps de prendre une dernière question. Delphine, si je peux me permettre sur la caserne, parce que je ne l'ai pas dit, et j'aurais pu faire 3 heures là-dessus, il y a occupation transitoire, on a eu un cirque, des associations. Il y a eu vraiment un accompagnement, c'est Paris Habitat, la ville, la mairie du 12e. Il y a eu des permanences tous les mois, parce qu'on n'a pas parlé de l'acceptation aussi, mais c'est 600 logements. 600 logements, une crèche, ça ne débarque pas dans un quartier comme ça. Donc on en a bien conscience. Hein. C'était nous, on a focus diagnostic, mais on est vraiment une part congrue en fait, d'un projet beaucoup plus global. Hein. Il faut vraiment, on a ça en tête. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on fasse la pause là parce que sinon on ne va pas tenir les délais.